Bonjour et bienvenue à tous sur ce plateau TV d'Euronaval. Depuis hier et jusqu'à la fin de ce salon, donc jeudi après-midi, nous recevons des personnalités éminentes du monde naval, qu'elles soient civiles ou militaires, institutionnelles ou industrielles. À présent, j'ai l'honneur de recevoir Monsieur Thomas Courbe, qui est directeur général des entreprises au ministère français des Finances. Monsieur Courbe, bonjour et bienvenue. Bonjour Stéphane Galois. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est la Direction générale des entreprises et quelles sont ses principales missions et fonctions? Oui, alors nous mettons en œuvre les politiques publiques de soutien au développement des entreprises. C'est par exemple la réindustrialisation et depuis 5 ans nous réindustrialisons le pays. On ouvre des usines, on crée des emplois industriels. C'est les usines de batteries par exemple dans les Hauts-de-France ou très récemment une usine de biomédicaments inaugurée près de Lyon. C'est aussi la simplification. Beaucoup d'entreprises aspirent à de la simplification. On a proposé l'an dernier la loi Industrie verte qui accélère les implantations industrielles. Au Sénat vient d'être votée la loi simplification qui se concentre plutôt sur les simplifications pour les petites entreprises. Et puis c'est bien sûr la transition écologique avec par exemple la signature de contrats avec les 50 sites les plus émetteurs de carbone, des contrats de décarbonation de ces sites. Et puis enfin l'intelligence artificielle par exemple avec une approche assez holistique dans laquelle on agit à la fois sur les data centers jusqu'aux usages de l'intelligence artificielle dans l'économie, la diffusion de l'intelligence artificielle dans les entreprises. Alors on va voir en quoi tout ça peut intéresser les entreprises présentes ici, donc du secteur naval de défense. Mais auparavant, sur ce que vous venez de nous dire, est-ce que vous avez quelques exemples pour illustrer ces actions? Oui, alors on a des exemples dans le secteur naval sur tous ces domaines. On y reviendra sans doute sur la décarbonation, sur la réindustrialisation. On a par exemple une action assez emblématique qui est un programme qui s'appelle Première Usine, qui est de financer la première usine soit d'une start-up qui a une innovation et qui va l'industrialiser, soit d'une entreprise qui se diversifie dans un nouveau métier et qu'on aide finalement à créer sa première usine. On le fait notamment, on y reviendra sans doute, dans le Vélic, dans les mâts et les voiles pour la propulsion Vélic. C'est un exemple, on a deux projets dans ce domaine que nous finançons. Et c'est pour cette raison que vous êtes ici à Euronaval pour parler aux entreprises du secteur de la défense. Absolument. Et on a plus globalement, en fait, avec toute l'industrie navale française, ce qu'on appelle un contrat de filière qu'on a signé il y a 1 an, en mars cette année, pour 4 ans, et qui vise à finalement, ensemble, entre l'État et les industriels de la filière, à faire face aux grands défis pour cette filière qui sont nombreux. On a évidemment des sujets de compétitivité dans une industrie qui est soumise à une très forte concurrence internationale, des sujets de transition écologique, d'innovation et de compétences. Et on essaye de déployer avec l'industrie des actions très concrètes dans ces 4 domaines pour finalement améliorer, renforcer la compétitivité, l'accès aux compétences de ces entreprises. C'est par exemple dans le domaine de la commande publique qui est très importante pour le secteur. Alors on a bien sûr les commandes publiques militaires, mais on travaille aussi sur les commandes publiques civiles. Et pour la première fois, dans le cadre de ce contrat, on établit une prévision des besoins de commandes publiques, des acteurs publics, donc des douanes, d'autres ministères, de collectivités publiques ou d'opérateurs publics, pour donner de la visibilité de 2 à 5 ans à la filière. On introduit aussi dans la commande publique des critères hors prix, comme des critères environnementaux ou de résilience qui vont permettre de mieux valoriser l'offre au-delà du seul prix des entreprises qui font des efforts dans ce domaine, qui sont engagées dans ce domaine, et beaucoup d'entreprises françaises le sont, donc ça favorise aussi le fait que des entreprises françaises puissent être retenues dans cette commande publique. D'accord. Et alors sur le secteur maritime, lorsqu'on a préparé cet entretien, vous m'avez parlé de 2 actions en particulier, un accélérateur industriel de la mer et un pacte Vélic. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu ça, même si ça ne concerne pas forcément directement les industriels de la défense, ça reste maritime, et qu'en est-il? Tout à fait. Alors ça concerne le Vélic, non, mais l'accélérateur des industriels de la mer concerne finalement les acteurs de la filière, les PME de la filière qui sont à 75% des PME duales, donc qui servent à la fois le civil et le militaire, donc ça intéresse vraiment les deux. Et l'idée de cet accélérateur, donc c'est un programme d'accompagnement qui est déployé par BPI France et financé par la DGE,
et qui vise à accompagner une douzaine de PME du secteur naval, donc à nouveau qui sont duales et qui servent les deux catégories de clients, de les accompagner pendant 18 mois sur l'ensemble des enjeux. On accompagne le dirigeant à faire évoluer sa stratégie, à mieux se développer à l'international, à développer une marque employeur, à mieux attirer les talents, à développer une stratégie de transition écologique, par exemple. Et donc, là aussi, c'est assez holistique. On vise à vraiment aider le dirigeant pendant 18 mois à traiter l'ensemble des sujets. Et on a une première promo de ces accompagnements, de cet accélérateur qui a donné des très bons résultats, puisqu'on a vu sur la douzaine d'entreprises qui ont été accompagnées une augmentation des effectifs de 23%, une augmentation du chiffre d'affaires de 22%. Et 5 d'entre elles qui ont développé un nouveau site industriel ou qui ont étendu un site industriel. Donc on a créé une dynamique, on a accompagné une dynamique de ces dirigeants grâce à cet accélérateur. Comme son nom l'indique, on a accéléré le développement de ces entreprises. Et on prépare actuellement la deuxième promotion pour le printemps prochain avec la même idée. Alors, quand vous dites on a accompagné, ce on, c'est qui? C'est vous, la Direction Générale des Entreprises, mais quels sont vos moyens humains? Comment êtes-vous installés, répartis en France peut-être? Vous pouvez nous expliquer un peu ça? Alors, tout à fait. Dans ce programme, on est le donneur d'ordre, on a conçu ce programme et il est opéré par BPI France. Donc, c'est vraiment BPI France l'opérateur. Et là, en termes de moyens, BPI France, dans la mesure où il s'agit souvent de sujets très précis, de sujets pour lesquels il faut un haut niveau d'expertise, soit mobilise ses propres équipes, et elle a des équipes dans tout le territoire, soit elle fait appel à des consultants spécialisés qui vont aider. On ne va pas avoir les mêmes acteurs qui vont pouvoir aider le chef d'entreprise sur le développement international ou sur la transition écologique, par exemple. Et donc, à chaque fois, dans ces accélérateurs, on a recours aux meilleures expertises qui vont assister, finalement conseiller les dirigeants dans ces choix, dans les décisions qu'ils doivent prendre ensuite pour leur entreprise sur tous ces domaines. Très bien. Et votre autre grand domaine d'action, c'est le soutien à l'innovation. Voilà. Et alors avec effectivement le pacte Vélic que vous avez cité tout à l'heure, qui est vraiment un sujet très central de notre point de vue dans l'activité de la filière dans le domaine civil. C'est vraiment un pacte, c'est-à-dire qu'on a signé avec les acteurs de la filière un accord dans lequel on se fixe des objectifs très ambitieux. On veut que la filière ait 30% du marché de ce nouveau mode de propulsion et qu'elle soit très localisée en France. On veut 70% de la valeur ajoutée de ces nouveaux produits de propulsion Vélic localisés en France. Donc ça sera très bénéfique pour nos territoires, pour les emplois. Et on a déjà une phase de soutien à la recherche et développement qui a été mise en œuvre, qui mobilise 53 millions d'euros que nous avons, dans le cadre du grand plan d'investissement France 2030, alloué à cette action, et tout un ensemble de projets donc de R&D. Et puis, je citais tout à l'heure des projets aussi de première usine, qui sont des projets qui vont directement passer à la phase de construction, avec 2 entreprises qui vont produire l'une des mâts de très grande hauteur et l'autre des voiles rigides pour la propulsion Vélic. D'accord, ça c'est dans le cadre du pacte Vélic. Est-ce que vous avez d'autres outils, d'autres moyens de soutien à l'innovation? Tout à fait. Alors, le soutien à l'innovation est évidemment central d'une manière générale dans notre politique industrielle, et il l'est en particulier sur le naval dans le domaine civil. Et on a choisi, là aussi, dans l'esprit du contrat que j'évoquais tout à l'heure, de co-construire une feuille de route d'innovation avec la filière. Et donc, avec les industriels de la filière, on se met d'accord sur les sujets d'innovation qui sont les plus importants, toujours dans le domaine civil, mais j'y reviendrai, il y a des liens importants avec le domaine militaire. Et donc, on se met d'accord sur cette feuille de route, et ensuite, on a un conseil qu'on appelle le CORIMER, qui est le conseil d'orientation sur la recherche et l'innovation pour les industriels de la mer. Et on se met d'accord chaque année sur les projets prioritaires. Ça permet d'avoir toute une filière alignée sur les mêmes projets. Donc, évidemment, la propulsion Vélic a une part importante dans ces projets, mais il y en a d'autres. Et ça permet que donc, toute la filière soit orientée, et également de construire des projets collectifs dans lesquels des grands groupes, des PME, parfois des laboratoires de recherche publics vont travailler ensemble sur des sujets de recherche et développement pour créer des innovations pour la filière. Alors, pour le monde de la défense, dont une partie est réunie ici, est-ce qu'il y a des particularismes ?
Oui, alors en fait, on a d'abord une filière qui est, je le disais tout à l'heure, fondamentalement duale, 75%. On a même d'ailleurs une tendance récente d'augmentation de la part du chiffre d'affaires militaire. On est passé de 60 à 69% ces dernières années. Donc, et en même temps, on a trois grands champs de synergie entre les deux au sein de cette filière. Le premier, c'est que tout ce qu'on fait pour consolider la base industrielle dans le domaine civil est bénéfique pour ensuite les grands chantiers militaires. Et donc, on agit d'une manière générale en termes de politique industrielle pour consolider cette base industrielle dans le domaine civil, mais aussi, par exemple, travailler sur la diversification. Et pour citer un exemple, on soutient les chantiers de l'Atlantique qui se diversifient en développant une activité de sous-station électrique pour l'éolien en mer. Et ça, c'est évidemment un marché considérable. Et ça fait un champ de diversification utile qui participe finalement à cette consolidation de la base industrielle civile. Donc ça, c'est le premier point, c'est cette consolidation. La deuxième, c'est qu'on a une porosité dans les innovations. Vous parliez des innovations tout à l'heure, et on a une porosité entre le civil et le militaire c'est un peu par cycle. On a des périodes où il y a cette porosité. On est dans une période dans laquelle on a ça. On a plusieurs domaines dans lesquels on voit que des innovations qui sont faites pour le marché civil intéressent les militaires et sont réutilisées par les militaires. Donc on a évidemment, et on le voit beaucoup sur le salon aujourd'hui, tous les systèmes autonomes et intelligents, les drones. Là, on a un champ à la fois civil et évidemment un intérêt militaire très important. On a également le sujet de l'exploration sous-marine qui est à vocation initialement civile. On a des innovations dans le domaine, mais qui ont un intérêt également pour des applications militaires. Et puis le dernier point, c'est tout le sujet des données, de l'intelligence artificielle sur les données. Et là aussi, on voit qu'une partie des innovations qu'on va faire pour des besoins civils vont s'appliquer aussi sur le militaire. On a un exemple d'un projet qui s'appelle Synchrone, qui vise à la fois avec le naval, la filière navale et la filière nucléaire, qui sont associés, à avoir une plateforme de gestion des données d'intelligence artificielle pour optimiser les très grands chantiers. Donc ça, c'est typiquement un outil qui est utile d'ailleurs pour le naval comme pour le nucléaire et qui a une vocation d'abord civile, mais qui va bien sûr bénéficier à l'optimisation des grands chantiers militaires. Et puis le troisième exemple, c'est finalement deux grandes politiques publiques qui se rejoignent dans cette filière navale. La première, celle que j'évoquais à l'origine, c'est tous nos efforts pour réindustrialiser le pays d'une manière générale sur des sujets civils. J'évoquais les biomédicaments, les batteries, l'hydrogène, et qui a rencontré la politique d'économie de guerre du ministère des Armées. Et ça s'est rencontré notamment dans l'idée que depuis 2020, nous menons une politique de relocalisation en France d'un certain nombre de productions. Ça a été très médiatisé récemment sur le médicament, par exemple, sur le paracétamol. Mais on le fait aussi dans des cas d'application en lien avec la Direction générale de l'armement qui vont intéresser les usages militaires. On a un exemple, par exemple, d'un projet de production de batteries qui sont adaptées pour des profondeurs importantes, 6000 mètres, qui est un projet qu'on a financé finalement dans cette démarche de relocalisation, mais qui va intéresser bien sûr aussi des applications militaires. Donc on voit qu'il y a beaucoup de synergie entre ce qu'on fait pour le domaine civil et ce qui va intéresser ensuite le militaire. Oui, à vous entendre, on peut supposer, enfin on comprend que vous couvrez et que vous pouvez soutenir à peu près tous les champs d'innovation et de préoccupation des entreprises qui sont ici. Il y a une question quand même qui préoccupe beaucoup les entreprises du secteur maritime en général, du secteur naval en particulier, qui n'est pas directement financière. C'est la question du recrutement des talents. Oui. Est-ce que vos services peuvent avoir un soutien aussi dans ce domaine-là ? Tout à fait. Alors la question des talents est une question d'ailleurs qui est une question mondiale. Il y a un sujet à la fois dans le naval, mais d'une manière générale dans toutes les industries. Et on a par exemple dans la filière navale 75 000 recrutements à faire pour l'ensemble de la filière d'ici 2030, donc c'est considérable. Et on mène des actions pour répondre à cet enjeu dans trois grandes catégories. La première catégorie d'action, c'est la question de l'attractivité. Là aussi, ce n'est pas uniquement un sujet pour la filière navale, c'est pour toute l'industrie, l'enjeu de l'attractivité. On le voit aussi dans le numérique, mais c'est particulièrement pour la filière navale. Et l'enjeu, c'est d'arriver à convaincre, en particulier les jeunes,
et parmi les jeunes, particulièrement les jeunes filles, de s'engager dans des formations qui vont déboucher sur l'industrie. Et c'est d'actualité puisque du 18 au 24 novembre, la DGE organise la Semaine de l'Industrie, qui est un ensemble d'événements, 3000 événements dans toute la France où des usines vont ouvrir leurs portes pour que des jeunes et leurs familles viennent les visiter, viennent à la rencontre de ceux qui travaillent dans ces usines pour essayer de créer des vocations d'orientation vers l'industrie. Et pour répondre pour faire face à ce défi des talents que vous évoquez, ça commence vraiment à l'orientation des jeunes dès le collège vers les filières industrielles. Donc on a ce type d'activité et lors de la Semaine de l'Industrie, d'ailleurs, il y a des entreprises du secteur naval qui vont ouvrir leurs portes, accueillir des jeunes et essayer de les convaincre de rejoindre cette aventure. La deuxième action, c'est toute la structuration de l'offre de compétences. Et ça, on fait ça avec une association qui s'appelle le CINAV, qui est un peu qui est présent, qui est finalement le campus virtuel des métiers de la mer et qui est une association d'industriels avec laquelle on travaille étroitement et qui, avec nous, conduit ces actions de labellisation, de formation, et elle identifie les formations qui sont particulièrement adaptées pour les métiers de la mer. D'ailleurs, les initiatives dans ce cadre ont là aussi créé des vocations. On a l'Université des métiers du nucléaire qui s'est directement inspirée de ces initiatives. Il y a également des actions sur des compétences qui sont très importantes pour l'industrie, mais pour toutes les industries, comme la soudure, où il y a des actions qui permettent de mieux labelliser, de mieux identifier ces formations, éventuellement de les renforcer. On a aussi des modalités de formation qui sont un peu nouvelles, comme les écoles de production, qui sont adaptées pour certains parcours de jeunes qui veulent... à qui ça conviendra bien de rentrer directement dans une formation très très liée à la production, très liée à l'entreprise. Et puis le troisième enjeu auquel on essaie de répondre, c'est les nouveaux métiers. C'est des compétences qui n'existent pas ou peu, mais qui seront nécessaires, qui sont déjà nécessaires. Et évidemment, le meilleur exemple, c'est la transition écologique. Et on a un programme avec le CINAV qui vise à créer en fait des nouvelles places de formation pour la transition écologique, pour les spécialités qui seront nécessaires pour la transition écologique et qui visent à répondre donc à des besoins nouveaux. On a cet exemple de la transition écologique qui intéresse beaucoup le naval, mais l'autre grand exemple, c'est l'intelligence artificielle qui va aussi beaucoup intéresser de plus en plus le secteur naval. Quand on parle de drones, il y a évidemment des fonctions d'intelligence artificielle et là aussi, on a des actions très importantes pour augmenter les places de formation finalement dans l'intelligence artificielle également. Merci beaucoup, monsieur le directeur général des entreprises. On comprend mieux maintenant pourquoi vous êtes ici sur Euronaval. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Nous allons faire maintenant une pause sur ce plateau TV. Le prochain entretien aura lieu ici à 14 h, si je ne me trompe pas, en présence du chef d'état-major de la Marine. En attendant, bien, bon salon, bon appétit. À tout à l'heure. Merci beaucoup.